passe une histoire de loup qui se passe au tout début du XIIIe siècle dans le nord de l'Italie, dans une petite ville qui s'appelle Gubbio. Et la ville de Gubbio a un énorme problème, c'est que elle est, elle est ravagée par la peur d'un énorme loup qui rôde aux alentours de la ville et qui fait des incursions en ville et qui mange les enfants. Hein. Alors, ils sont à la fois terrorisés, exaspérés, ils ne savent pas quoi faire, et c'est à ce moment-là qu'arrive un personnage qui commence à être connu à l'époque, qui se fait appeler Messire François. En fait, il ne s'appelle pas François, il s'appelle Francesco Bernardone, c'est le fils d'un marchand de draps des environs, c'est d'ailleurs fâché avec son père, et depuis quelque temps déjà, il parcourt la campagne. Alors, il est absolument dégueulasse, il est habillé avec une espèce de sac qui est retenu à la ceinture par une ficelle et il marche pieds nus. Et il est accompagné toujours par quelques amis ou quelques frères, comme on veut. Et le voyant arriver, les habitants de Gubbio viennent le trouver et lui dire Messire François, il faut que tu interviennes parce qu'il faut que tu nous débarrasses du loup. Hein, entends bien, hein, il faut que tu nous débarrasses du loup. Alors, il lui explique ce qui se passe, que le loup mange les enfants, et Messire François leur pose une question. Oui, mais très bien, ça, mais y avez-vous parlé au moins? Alors, les habitants se reculent horrifiés, parler au loup, ça serait comme demander à un Ukrainien de parler à un Russe. Hein. Donc, pas question. Alors, Messire François leur dit, bah, c'est dommage, vous devriez lui parler. Voulez-vous qu'on y aille ensemble? Alors les habitants se reculent horrifiés. Pas question, c'est trop dangereux. Si tu veux y aller, hein, vas-y, mais tout seul. Hein. Alors du coup, Messire François, bah, il part en forêt, tout seul, et presque immédiatement, il y a le loup qui se précipite sur lui, hein, écumant. Hein, et Messire François reste très calme et lui dit, écoute, frère loup, hein, je ne suis pas là pour t'agresser, je suis là pour parler avec toi. Je suis venu pour parler avec toi, assieds-toi. Bon, le loup s'assied, et Messire François lui explique la situation. Écoute, c'est très embêtant ça, parce que j'ai vu les habitants de Gubbio, il paraît qu'ils mangent leurs enfants, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, mais bah, mets-toi à leur place, c'est pas acceptable. Hein. Alors, j'imagine que si tu vas en ville pour manger leurs enfants, c'est que tu as faim. Hein. Alors, peut-être qu'on pourrait trouver une solution. Hein. Par exemple, si les habitants de Gubbio s'engageaient à te donner à manger tous les jours, hein, est-ce que tu serais d'accord pour ne plus manger leurs enfants? Hein. Et le loup répond oui en agitant la queue. Hein. Alors écoute, dans ce cas-là, on va aller les trouver. Et voilà Messire François qui revient en ville, accompagné par Frère Loup. Il se rend sur la Grand Place. Tout le monde se sauve, bien entendu, hein, en guettant quand même aux fenêtres. Et il arrive à persuader 2 ou 3 membres du conseil municipal de venir parler avec lui. Hein. Et il leur explique les choses. Écoutez, j'ai discuté avec Frère Loup. Hein, il est tout à fait d'accord pour ne pas manger vos enfants, mais le problème c'est qu'il a faim et ça serait bien que vous lui donniez à manger. Hein, parce qu'il n'y a plus rien à manger en forêt, hein, on ne trouve plus un sanglier, vous les avez tous trouvés pour les manger vous-même. Hein. Alors, donnez-lui à manger et il vous promet de ne plus faire de mal à vos enfants. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, oui, disent les habitants de Gubbio. Alors il se tourne vers le loup et Messire François lui demande est-ce que tu es d'accord, frère loup? Et le loup agite la queue, ce qui veut dire qu'il est d'accord. Bon, et alors, Messire François bah, se retire. Hein, bah, écoutez, alors, donc, il n'y a plus de problème. Et effectivement, ce qui s'est passé, dit la chronique, je n'ai pas été vérifié, hein, c'est que dans les années qui ont suivi, les habitants de Gubbio lui donnaient à manger, hein, et il était devenu très gentil, le loup, au point que
les enfants lui demandaient de garder leurs enfants quand ils allaient au champ. Vous voyez à quel point la confiance était venue. Alors voilà l'histoire du loup de Gubbio. Il n'est pas impossible qu'elle ne soit pas tout à fait historique et qu'elle ait été modifiée. Et que, en fait, le loup de Gubbio, c'était un terrible seigneur qui accablait d'impôts les habitants de Gubbio. Et c'est Messire François qui a joué le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire le rôle de médiateur. Il se fait une spécialité, Messire François, de ce rôle de médiateur, parce qu'il a eu une médiation, alors elle est historiquement vérifiée, c'était une médiation entre l'évêque d'Assise, j'ai oublié de vous préciser que Messire François était originaire de la ville d'Assise, et l'évêque d'Assise qui était en conflit avec le podestat, c'est-à-dire en gros le maire de la ville. Hein. Alors vous voyez, c'était donc Camillo et Pépone, quoi. Hein. Ils ne pouvaient pas se supporter. L'évêque avait excommunié le podestat et le podestat avait interdit à quiconque de livrer de quoi manger à l'évêché. Hein. Alors on en était là, si vous voulez. Hein. Et ce qu'a fait Messire François, c'est qu'il a demandé à deux de ses frères d'aller trouver l'évêque pour lui dire que le podestat souhaitait lui parler. Et puis il a envoyé deux autres frères voir le podestat pour lui dire que l'évêque souhaitait lui parler. Hein. En bref, l'évêque et le podestat se sont rencontrés. Ils allaient commencer à, je vais dire, se foutre sur la gueule, hein, mais on va dire gentiment, à se disputer. Mais les quatre frères ont entonné un hymne, si vous voulez, qui les a ramenés à la douceur. Et finalement, l'évêque et le podestat sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Voilà. Alors, voilà l'histoire de Messire François. Vous l'avez reconnu, il est connu comme étant Saint François d'Assise. Il a fait quelque chose qui est resté peu connu, mais qui est absolument passionnant. Ce n'est pas l'objet de la médiation, dont je n'en dis qu'un mot. C'est que au tout début du XIIIe siècle, hein, je n'ai plus la date exacte en tête, eh bien, il a rencontré, on était en pleine croisade, hein. Donc, il y avait les croisés qui étaient à Damiette essayant d'occuper la ville, et Messire François, toujours pieds nus et vêtu de son sac, hein, a traversé les lignes pour aller à la rencontre du sultan Malek al-Kamil, hein, et où il a été bien reçu. Hein. Et c'est remarquable parce que Messire François ne savait pas où il allait, hein, et comment il serait reçu. Et le sultan, ce n'était pas évident pour lui de recevoir ce personnage malpropre qui venait simplement pour parler avec lui. Voilà, c'est ce qui s'appelle une rencontre. Hein. Et même si ça n'était pas une médiation commence par une rencontre. Alors, vous avez là les principes de la médiation. Et la médiation, puisque nous sommes au CIRET, Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires, eh bien, la médiation a par nécessité un caractère transdisciplinaire. Pour ceux qui ne seraient pas du CIRET, mais qui seront bientôt, j'espère, hein, je vous rappelle que la transdisciplinarité repose sur trois idées. L'idée de niveau de réalité, l'idée de tiers inclus, contrairement à notre logique qui est une logique du tiers exclu, c'est ou. Hein. Là, on est dans la logique du et troisièmement, ceci dans un contexte de complexité. Et donc, c'est ça la médiation. Le médiateur est un tiers extérieur à une situation de conflit qui, avec l'accord des deux parties en présence, des deux parties en conflit, va aller les voir l'un et l'autre pour essayer de comprendre le contexte, de reformuler la situation dont chacun a une vision très personnelle et antagoniste avec la vision de l'autre.
hein. Et le tiers exclu, le tiers inclus, donc le médiateur, va essayer de comprendre la situation d'une façon plus large et on pourrait dire à un autre niveau de réalité, hein. Et il va essayer de débrouiller une situation complexe pour revenir vers l'un et l'autre des deux antagonistes, des deux protagonistes, pour leur dire, ben voilà ce que j'ai compris. Il va leur donner une vision plus large de la situation dans laquelle ils se trouvent, de façon à les engager vers des solutions de sortie de crise. Mais le médiateur n'est pas là pour dire à l'un et à l'autre des deux interlocuteurs ce qu'ils doivent faire. Il doit simplement leur présenter sa vision des choses, éventuellement leur donner quelques conseils pour avancer, et ayant dit, eh bien, il doit se retirer pour laisser les deux interlocuteurs face à leurs responsabilités, se saisir ou non de la chance qui leur est donnée de se retrouver ensemble à un autre niveau de réalité où chacun trouvera son compte. Voilà ce que c'est que la médiation. Donc, nous sommes en pleine transdisciplinarité et j'ai pratiqué la médiation pendant des années sans savoir que je pratiquais de la transdisciplinarité, hein. Mais l'idée de médiation est clairement fondée sur l'idée qu'il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, la vérité d'un côté, l'erreur ou le mensonge de l'autre. La réalité est quelque part entre les deux, hein, dans cet entre-deux, dans cette zone grise, pour reprendre l'expression de Mariana Thierry-Loisel qui est parmi nous, hein. Et il s'agit pour le médiateur d'explorer cette zone grise, hein, pour essayer de comprendre les raisons qui font que les deux interlocuteurs ne se comprennent pas, afin de leur ouvrir des pistes qui leur permettront de reprendre le dialogue et de savoir s'écouter. Alors voilà ce que c'est que la médiation, et ça suppose venant du médiateur une certaine posture. Le médiateur, en tant que tiers extérieur, en tant que tiers inclus, hein, il n'est ni d'un côté ni de l'autre, hein. Il n'a pas à porter de jugement, il est là pour essayer de comprendre, hein. Je prends l'exemple de mes amis de la Croix-Rouge, quand ils sont sur un champ d'opération, comme on dit, qu'il y a un blessé par terre, ils ne s'inquiètent pas de savoir de quel camp il est, quelle est sa couleur de peau, quelle est son opinion, est-ce qu'il est de droite, de gauche, etc. Hein. Non, hein, on ne s'en occupe pas, on le prend, on le met sur la civière et on l'emporte à l'hôpital, hein. Eh bien, le médiateur, il est dans cette situation-là, hein. Il n'a pas à être d'un côté ni de l'autre, et il doit le manifester, hein. Dans une usine à laquelle je pense, ayant été invité à la cafétéria de l'usine le lundi par la DRH de l'usine, j'ai fait et ayant été vu en train de déjeuner avec elle, j'ai fait en sorte le mardi de déjeuner avec le délégué CGT et fait en sorte que l'on me voit également avec le délégué CGT. Il y a des symboles. Il doit respecter visiblement cet équilibre, hein, de façon à donner confiance d'un côté comme de l'autre. Il n'est ni d'un bord ni de l'autre, hein. Et donc, il va essayer de faire une enquête préalable. Il faut qu'il comprenne le contexte dans lequel est intervenu ce conflit, hein. Il va falloir qu'il interroge évidemment chacun des protagonistes. Il va les écouter avec attention. Il ne va jamais les croire, parce que chacun a sa part de vérité, hein, mais également les limites dans l'expression de sa part de vérité. Donc, il écoute. Il doit écouter tout le monde et ne jamais croire personne, hein. Et néanmoins, entendre ce que les uns et les autres ont à dire, que ce soit avec des mots ou avec des silences, hein. Et donc, le médiateur,
explore cette zone grise entre les interlocuteurs. Et cette zone grise, eh ben, il va découvrir qu'elle est encombrée, hein. Elle est très encombrée par des tas de détritus qui les empêchent de s'entendre, hein. Ces détritus, c'est des préjugés des uns sur les autres, hein. C'est des vieux contentieux qui n'ont pas été résolus. C'est également des attitudes idéologiques, hein, ou des postures, hein. Je suis diplômé, donc j'ai raison. Le chef a toujours raison, hein. C'est implicite dans certaines organisations. Bon, donc va donc essayer d'explorer cette zone grise pour ensuite renvoyer comme un miroir à ses interlocuteurs, aux protagonistes, ce qu'il a vu, hein, leur renvoyer en pleine figure leurs préjugés, hein. Il va découvrir des personnages, hein, dans cette zone grise. Alors, il y a un premier personnage, il est facile à détecter, à détecter. En fait, ils sont deux, hein. C'est le bouc émissaire, hein. Vous arrivez dans une entreprise, le patron va vous dire si tout va mal, c'est à cause de ce fou de délégué syndical qui est violent, qui ne comprend rien. Bon. Et puis, le médiateur va voir le délégué syndical qui va lui dire si tout va mal, c'est parce qu'il y a ces imbéciles de la direction qui ne comprennent rien, qui voient. Bon, voilà, hein. Autrement dit, pour le patron, le délégué syndical est le bouc émissaire que l'on charge de tout qui va mal, hein. Débarrassez de nous et tout ira bien. Et pour le délégué syndical, le patron est le bouc émissaire, débarrassez de nous, hein, et tout ira bien. Bon, bah, ça, le médiateur doit se garder du bouc émissaire, hein. S'il lui est demandé de chercher les arguments visant à montrer que tel ou tel, c'est celui à cause de qui tout va mal, il doit refuser, hein. Et puis il y a un deuxième personnage, et là, Emmanuel Viette, qui est là, m'a beaucoup aidé à le comprendre, ce personnage, c'est le fantôme, hein. L'entreprise est souvent pleine de fantômes, hein. Il y a ici présente une personne dont l'entreprise, telle que je l'avais compris, était une véritable maison hantée, hein. Le fantôme, c'est la présence active, mais dont on ne parle jamais, d'une personne qui, par son comportement, a divisé la communauté et qui l'a quittée pour des raisons qui n'ont pas été clairement expliquées. Voilà. Alors, le fantôme, ça peut être un chef de service qui a eu un comportement absolument exécrable, ou bien qui a été soupçonné de harcèlement sexuel. En tout cas, il a été exfiltré, la direction l'a fait partir. Mais on n'a jamais dit clairement aux membres de son équipe pourquoi il avait été viré, pour employer un mot un peu grossier. On ne l'a jamais dit clairement. Et donc son fantôme est toujours là. Et alors, ce sont les amis africains qui m'ont expliqué que pour se débarrasser d'un fantôme, après l'avoir identifié, eh bien, il faut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il faut en parler, hein. Le fantôme a horreur de la lumière, hein. Et quand vous dites de la communauté de travail, hein, l'origine de tous les préjugés qui courent, des bruits de couloir, etc., c'est le fantôme de l'ancien directeur qui est parti dans des conditions douteuses et qui n'ont pas été expliquées. Alors, en fait, le fantôme est le produit, toujours le produit, d'une faute de management, hein. L'ancien président n'a pas osé dire pourquoi ce personnage avait été exfiltré et n'a pas
jugé utile de dire pour quelle raison. Alors, voilà, quelle est la posture du médiateur et puis les personnages ou les animaux bizarres qu'il va rencontrer dans sa mission. Alors ensuite, et vous m'excuserez de parler très concrètement parce que ce que je vous dis là, c'était une découverte progressive par la pratique et que je vais ensuite formuler, mais ensuite seulement, hein, il y a 5 obstacles principaux, hein, pour être schématique. Il y a un premier obstacle qui est l'enfermement. Hein. Nous sommes tous plus ou moins enfermés dans les convictions, les croyances, les habitudes qui sont les nôtres. Hein. Et je suis frappé, là où j'ai l'occasion d'intervenir, par 2 obstacles importants. Il y a d'abord l'obstacle idéologique. Hein. On ne se comprend pas de part et d'autre parce qu'on n'est pas dans le même univers idéologique. Je pense à une très grande entreprise où d'un côté, il y a le délégué syndical de l'Ouest majoritaire, comme on dit dans la boîte, qui lui se réfère au programme national de la résistance, hein, cependant que le président, lui, eh bien, il se réfère au programme de la haute autorité politique qu'il a nommé là où il est. Hein. C'est différent. Ils ne peuvent pas se comprendre. Hein. Ils ne peuvent pas se comprendre. Euh, et, et c'est ça qui les empêche de se parler. Hein. Ils ne peuvent pas se voir, dans tous les sens du terme. Hein. Et ça va au point qu'il ne peut pas y avoir de réunion des représentants du personnel sans que ça se termine par euh, des départs, des violences verbales, etc., etc. Et puis, il y a d'autre part les certitudes. Vous avez des gens qui sont incapables de mettre de l'assistance entre ce qu'ils croient et la réalité telle qu'il est. Ils s'imaginent que ce qu'ils croient correspond à la réalité. C'est pas ça, c'est pas vrai. Hein. Et nous voyons la réalité à travers le filtre de nos préjugés. Et il est très important, par conséquent, de faire preuve d'hygiène de l'information en essayant d'aller au-delà des préjugés, de la somme de préjugés que l'on trimballe avec soi comme autant de casseroles. Il y a donc l'enfermement idéologique, l'enfermement dans les préjugés à l'égard de l'autre. Euh, et il y a, j'y reviens, mais c'est très important, la logique binaire. Hein. Et cette logique binaire du c'est soit blanc, soit noir, c'est soit vrai, soit c'est faux, c'est une logique qui nous vient de Descartes, hein, qui nous vient du cartésianisme, et non pas d'Aristote, comme on le dit quelquefois, qui est plus subtil. Et cette logique binaire, eh bien, elle se développe aujourd'hui d'une façon incroyable par le jeu de l'intelligence artificielle, de la supposée intelligence artificielle. Hein. Euh, c'est soit blanc, soit noir, soit 0, soit 1, hein, soit oui, soit non. Et il n'y a plus ce jeu, si vous voulez, de la médiation, de la négociation qui permettrait de découvrir tout ce qu'il y a entre oui et non, hein, entre 1 et 0. C'est là qu'il y a les choses intéressantes. Hein. C'est dans ce continuum que l'on va pouvoir se glisser pour essayer de trouver une médiation. Et c'est la raison pour laquelle la négociation, la médiation, à tous les niveaux dans le monde d'aujourd'hui, est en régression. Hein. Et puis, il y a, c'est corrélé si vous voulez, il y a le primat de la force. Hein. Euh, je suis le plus fort, donc j'impose mon point de vue. C'est-à-dire que, étant le plus fort, je considère que c'est moi qui ai raison. C'est la négation de l'identité de l'autre. Hein. C'est l'imposition de mon point de vue, de ma vision du monde.
et c'était le point de vue de la monarchie absolue, puisque sur les canons de Louis XIV était gravée la maxime Ultima ratio regis, hein, l'ultime raison du roi, c'est le canon. Hein. Et puis, il y a le refus de reconnaître l'autre dans son altérité. Alors ça, c'est extrêmement grave. Hein. Nous avons beaucoup de mal à concevoir qu'il y ait ailleurs dans le monde ou tout près de nous des personnes qui ont une identité différente de la nôtre, qui pensent différemment parce qu'ils ont une culture différente, une expérience différente, un caractère différent. Hein. Et donc, c'est ce refus de la rencontre avec ce qui n'est pas nous-mêmes. Hein. Alors ça, c'est peut-être l'obstacle le plus difficile parce que c'est vrai que dans la médiation, on ne sait jamais a priori sur quoi on va tomber. Hein. Le médiateur, de même d'ailleurs que l'auditeur, il va dans son enquête passer par trois phases différentes. Il commence son enquête. Hein. Alors, il se dit dans sa tête, c'est encore l'histoire hein, des vieux qui s'opposent aux nouveaux, les nouveaux qui disent que les vieux, ils sont archaïques, les anciens qui disent les jeunes, ils ne comprennent rien. Bon, classique. Hein. Et puis, il avance dans son enquête et il finit par se rendre compte que les faits, que les témoignages qui lui sont rapportés ne correspondent pas aux préjugés qu'il avait à son point de départ. Et ce n'est que dans une troisième partie de son enquête qu'il va découvrir que les choses retrouvent leur cohérence propre, hein, mais d'une façon différente de ce qu'il avait imaginé au départ. Alors voilà ce qu'est la médiation. Les médiations ne réussissent pas à tous les coups. Hein. Je vais vous citer le cas de cette entreprise où il y avait d'un côté les conservateurs du programme national de la résistance et de l'autre le propagandiste des thèses apprises à l'Élysée. On n'a pas pu réaliser la médiation. Pas ils n'ont pas pu se rencontrer. Hein. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. Alors, tout ce que je vous dis là, finalement, est issu de ma pratique et j'ai essayé ensuite de l'exprimer et j'y ai été aidé par des amis psychanalystes et merci encore à Emmanuel Diet pour ses reformulations et ses observations. J'ai parlé de médiation sociale, mais la médiation, elle est dans tous les niveaux. Hein. La négociation comme la médiation. Hein. La médiation quand la négociation directe, sans intervention extérieure, est devenue impossible. Hein. Alors, je vais en prendre deux exemples. Hein. Je vais prendre l'exemple géopolitique. Hein. D'après ce que j'entends dire, il se passe des choses très, très, très graves et désagréables sur le territoire de l'Ukraine. Hein. Ukraine, c'est un mot qui veut dire frontière en langue russe. Hein. Et il y a deux points de vue qui sont très clairs. Hein. Il y a un narratif russe que nous qualifions en Occident de propagande et il y a un narratif occidental qu'en Russie on qualifie de propagande. Hein. Deux visions opposées. Hein. Il est très clair que un tel conflit, à partir du moment où les interlocuteurs ne peuvent pas se comprendre, nécessitera une médiation, un tiers complètement extérieur. Hein. Ça ne peut pas être les Américains, ça ne peut pas être les Chinois, peut-être les Indiens, hein, peut-être le Qatar, je n'en sais rien, mais un pays qui ne soit pas mêlé hein, aux affaires ni d'un côté ni de l'autre. Mais le problème, c'est que pour comprendre une telle situation, et c'est vrai sur le plan géopolitique, mais c'est vrai également dans les conflits professionnels, c'est qu'il faut avoir une hygiène de l'information.
Hein. Dans l'information, quand on recueille de l'information, il y a le fait brut. Hein. Ce que un des informateurs appelle les éléments objectifs de contrôle. Bon, le fait brut. Hein. Et puis, il y a toute la façon dont ce fait est présenté. Et si vous prenez la presse audiovisuelle ou écrite, 99% de ce qui est écrit, c'est de la sauce. Hein, par rapport à un fait qui, généralement, peut être dit en une ligne. Le problème, c'est que le journaliste, il doit meubler non pas une ligne, mais 1500 signes. Bon, et donc, il faut distinguer le fait brut du commentaire qui, lui, est biaisé, si vous voulez. Hein. Il y a des niveaux de certitude. Quand vous faites une enquête, pour comprendre ce qui se passe, il y a ce qui est certain, ce qui est hautement probable, ce qui est plausible, ce qui est hautement incertain et ce qui est totalement exclu. Hein. Et c'est à partir de cet ensemble de faits, si vous voulez, plus ou moins certains, sans compter tout ce que vous ne savez pas, qu'il va falloir essayer de reconstituer un contexte, hein, d'une façon aussi neutre que possible à présenter aux différents interlocuteurs. Hein. Ça nécessite, si vous voulez, donc de bien distinguer des niveaux de certitude dans les informations dont on dispose, et ça nécessite également de s'arracher au narratif auquel, quelquefois, malgré soi, on peut être attaché. Alors ça, c'est la médiation, si vous voulez, au niveau de la géopolitique. Je me demande, hein, et c'est une litote, si la médiation ne doit pas être prise également en considération dans les relations entre différentes traditions religieuses. Hein. Là, nous sommes en train et Natalia ici présente y participe très activement, d'organiser un symposium au CIRET sur le soufisme. Bon, et les spiritualités traditionnelles. Et nous allons mettre l'un à côté de l'autre un cheikh soufi, un frère franciscain, un prêtre théologien orthodoxe et un rabbin. Bon, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a d'intéressant que, quelles que soient leurs convictions, hein, qui sont claires aux uns et aux autres, ils vont se retrouver à un autre niveau de réalité. Hein, et qu'à un certain niveau, j'allais dire, on ne sait plus très bien qui est le rabbin, qui est le prêtre et qui est le cheikh. Hein. Donc, là aussi, je pense que la transdisciplinarité peut aider à se situer au-dessus ou au-delà des clivages qui provoquent tant de conflits à travers le monde. Enfin, telle est en tout cas notre conviction et telle est, je pense, également celle de Natalia, si elle est toujours là. Voilà ce que je voulais vous dire. Et peut-être qu'il y a dernier domaine de la médiation sur lequel je ne m'étendrai pas parce que vraiment là, je n'y connais absolument rien et que je vois qu'il est déjà 18h42. Hein, c'est la médiation entre l'humanité et le reste du vivant. Hein. Nous avons tendance à concevoir l'histoire de l'humanité sans prendre du tout en compte l'histoire du reste du vivant. Et pourtant, l'humanité, par son comportement, a un effet extrêmement important et très souvent négatif sur le reste de la planète et notamment sur le reste du vivant. Et par conséquent, je me demande si la transdisciplinarité ne doit pas nous inviter euh, à nous situer à un niveau dans lequel nous prendrons simultanément en compte le point de vue de l'humanité et le point de vue,
si on peut dire ainsi, du reste du vivant. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la médiation, mais j'ai déjà été beaucoup trop long et Jean m'avait laissé entre une demi-heure et 45 minutes. Nous en sommes à 43 minutes. Et par conséquent, je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là, peut-être en citant pour terminer une phrase du grand mystique soufi Rumi qui disait: Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni zoroastrien, je ne suis ni de l'Est, ni de l'Ouest. Et je pense que c'est un peu une définition du médiateur. Le médiateur ne doit pas être d'un point de vue comme de l'autre, il doit être un passeur entre un point de vue et un autre pour les aider à revenir vers la négociation qu'ils sont plus capables d'engager par eux-mêmes. Voilà. Merci de m'avoir déjà supporté pendant 3 quarts d'heure. Merci, merci Hubert pour ton intervention. Écoute, c'était formidable, hein. On a appris beaucoup de choses. Donc je pense que euh, je sais pas, il faut que quelqu'un commence. Est-ce que vous voulez commencer? Oui, Je veux Yet. bien. Oui, oui. Oui, oui, Alain. Oui, Hubert, je suis en ligne là. oui. Oui, oui, nous t'entendons. Voilà, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Évidemment, je connais pas mal ton travail et tu sais que ton travail est en écho à celui au chemin que je parcours. Ce qui nous relie, c'est que nous sommes des hommes de terrain, c'est-à-dire on sait de quoi on parle. Et c'est toi, tu mets vraiment la main dans la boue dans ce travail que tu fais, et c'est en cela qu'il est vraiment très, très méritant. Alors, passé ce constat, je fais aussi le constat que nous rencontrons les mêmes obstacles, parce que peut-être pourras-tu aller aujourd'hui un peu plus loin, mais effectivement, pour passer à un autre niveau de réalité, encore faut-il que l'on assume, que l'on reconnaisse l'état de réalité précédent. Ce qui, en des termes qui me sont chers, cela suppose un engagement des différents protagonistes pour qu'ils puissent s'engager dans une éthique de la parole. Parce que quand tu cites euh, les deux protagonistes en Ukraine, eh bien, encore faudrait-il qu'il y ait une reconnaissance de la parole. Or, elle n'y est pas. On est dans un terrain qui est complètement biaisé. Et pour qu'il y ait un effet miroir, pour qu'il y ait une progression du discours de chacun, ça suppose qu'il y ait cette reconnaissance qui permettra l'altérité. Mais ça suppose euh, cet engagement. Et c'est là, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais dans le parcours sur lequel j'œuvre avec mes camarades. Et, me semble-t-il, c'est aussi celui que tu rencontres. On a à l'esprit euh, la, en Afrique du Sud ce que Desmond Tutu a mis en place, qui permettait d'avancer parce qu'il y avait la reconnaissance. Il n'y avait pas la punition, mais il y avait l'acceptation de la reconnaissance que ce que l'on avait fait. Et selon moi, c'est le pas le plus important. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Merci encore, Hubert. C'est très difficile, je suis bien d'accord avec toi. Je reprends le cas de cette entreprise où les syndicalistes
fidèles à l'esprit du programme national de résistance, étaient des gens très sympathiques. Très sympathiques. Au bout de 15 jours, on se tutoyait c'était extrêmement ouvert. Mais ils étaient prisonniers d'une certaine culture. Hein. Ils étaient enfermés dans une culture dont on essayait tout de même, nous étions deux à faire l'audit, de leur expliquer, écoutez, il faudrait peut-être remettre un petit peu à jour tout ça, parce que c'est très important, oui, 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 le programme national de la résistance, mais qu'est-ce que ça veut dire en 2023, si c'était en 2023, hein? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un petit peu une remise à jour? Et puis, du côté de la direction, nous avions vous dire, mais on nous a laissé beaucoup moins l'occasion de le dire, que c'était bien les objectifs politiques, économiques dans le contexte actuel, mais qu'il fallait tenir compte de la culture, du corps social profond de l'entreprise, sans quoi ça risquait de foirer. Hein. Et nous n'avons pas pu les mettre ensemble, si vous voulez, et l'un des signes de l'échec a été la démission du DRH qui se trouvait entre les deux. Hein. Au contraire, pour prendre un cas qui a bien marché, imaginez une usine, 400 personnes qui fabriquent des yaourts et autres produits laitiers, qui a été créée sous forme de coopérative. Hein. Alors, on voit très bien, ce sont les agriculteurs du coin qui sont mis ensemble pour faire du yaourt avec leur lait. Hein. Ça leur permettait d'échapper à Lactalis et à Nestlé. Bon, et puis, la coopérative a fait de mauvaises affaires. Elle a été rachetée par un groupe agroalimentaire américain. Imaginez l'interface culturelle entre un groupe alimentaire américain et une coopérative au fond de la campagne française. Ça ne pouvait pas marcher, si vous voulez. Hein. Mais ils ne se rendaient pas compte que c'était cette différence culturelle qui était à l'origine de tout. Hein. Et on a réussi à le mettre d'accord parce que du côté de la direction, ils ont admis qu'effectivement, les fiches de poste étaient obsolètes, que la grille de salaire était à avoir de fond en comble, que les conditions de promotion n'étaient pas claires, etc., etc. Enfin bref, tout le management était à remettre d'équerre. Et puis du côté syndical, il y avait une volonté de négocier. Bah oui, bah alors, le résultat, c'est que on les a réussi à les convaincre de négocier un toilettage des grilles de salaire, etc., etc. Hein. Et chacun est reparti content. Du côté du management, parce qu'on allait quand même pouvoir moderniser le management de la boîte, et puis du côté syndical, parce qu'on allait pouvoir montrer que la négociation, ça pouvait marcher, hein, ce dont tout le monde n'était pas convaincu. Et alors, c'est ce rapprochement qui est à faire et qui nécessite, j'en suis bien d'accord, de part et d'autre, la reconnaissance de ce que, non, on n'a pas raison sur tout. Voilà. Merci Alain. Alors, Emmanuel Diette, je vois qu'il souhaite t'interroger. Allez-y, Emmanuel. Non, il faut ouvrir le micro, Emmanuel. On vous entend pas. Voilà. Bon, merci Hubert. Oula. On se connaît. Oula. On se connaît suffisamment pour que je ne revienne pas à te faire de larges compliments. Simplement, je voudrais poser 3 questions et puis je vous demanderai de bien vouloir m'excuser parce que j'ai une réunion d'un comité de rédaction juste après et je vais devoir vous quitter. Bon. Donc, juste 3 remarques qui, en tant que telles, mériteraient peut-être... Aïe. Vous avez un autre appareil électrique à côté de vous, Non. Emmanuel? Non. Parce qu'on entend énormément d'écho. Oui. Bon, écoutez, allez, on écoute votre question, allez-y. Bon, c'est 3 remarques. Premièrement, il n'y a pas de fait, au sens où tous les faits sont déjà interprétés. Et que donc, ce que tu décris très bien par ailleurs, comme la nécessité d'un retour analytique, mais c'est d'emblée. Parce que le fait est construit en bonne épistémologie
bon, ça c'est clair. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme je te l'ai souvent dit, que fait-on quand le loup a la rage? Autrement dit, la question très bien posée par le collègue qui est intervenu juste avant de la fiabilité de la parole se pose quand même par rapport aux positions perverses, qu'elles soient chez les sujets ou qu'elles soient dans la logique de l'organisation d'une situation. Et ça, je crois que c'est vraiment le problème auquel on se heurte dans les interventions, recherche-action, intervention en organisation ou dans les associations ou sur les groupes, c'est précisément cette rencontre possible avec quelque chose qui est de l'ordre de la destructivité. Alors, j'avais écrit quelque chose là-dessus il y a déjà 30 ans chez Duno, qui s'appelait thanatophore, pour désigner précisément un sujet qui, dans une circonstance complexe, va activer la destructivité. Voilà. Bon, mais je te remercie vraiment pour toujours ce que tu nous apportes de souci de prendre en considération la complexité. Et précisément, je crois que dans notre monde de combinaire, il est tout à fait important, justement, de faire apparaître les différents niveaux, leur superposition, leurs contradictions, leur fusion, confusion parfois, mais que ça, c'est essentiel, puisque, me semble-t-il, ce que l'on voit dans la destruction de tout rapport à la vérité, parce que c'est quand même ça qui est en question, où il n'y aurait plus que la vérité de chacun opposée à celle de l'autre, c'est quelque chose de complètement mortifère. Et précisément, ton idée de passer à un autre niveau me semble tout à fait pertinente. Merci. Merci Emmanuel. Hubert, si tu veux répondre. Voilà. Je rebondis sur l'idée de perversité et de fiabilité de la parole. Dans un tout récent audit, dans une grande organisation, nous avons dû à nous occuper de 3 personnes qui étaient en situation difficile, en burn-out. 3 cas assez différents, hein, et qui nous ont fait part de les larmes aux yeux, de la façon dont on les traitait dans l'organisation, hein, de façon extrêmement préjudiciable, en tout cas pour leur santé. Bien entendu, nous avons rencontré leur supérieur hiérarchique. Une dame très sûre d'elle, qui nous a tenu un discours qui n'avait rien à voir avec celui des 3 plaignantes. Les 3 plaignantes nous parlaient d'un climat social extrêmement dégradé compte tenu du comportement du supérieur hiérarchique. La supérieure hiérarchique nous a dit que tout allait bien et qu'à part 3 personnes qui n'avaient pas leur place dans l'équipe, tout le monde était très content et que tout allait bien. Voilà. Il a fallu qu'on remonte assez loin pour comprendre que ce supérieur hiérarchique était une personne d'une grande perversité. Parce que, cependant qu'elle avait ce comportement, si vous voulez, ces difficultés, là où elle travaillait, elle avait, le 4 septembre dernier, pour être très précis, laissé paraître dans le journal des alumni de la grande école dont elle est originaire, un article intitulé Un jeune leader visionnaire, la représentant toute souriante devant le logo de l'organisation où elle travaille. Et cette personne, en fait, n'avait rien à faire de ce qui se passait dans cette organisation.
hein. Le seul intérêt pour elle était d'avoir quelque chose de significatif dans son curriculum vitae afin de poursuivre très vite ailleurs sa carrière. Voilà. Et dans l'organisation, on ne se rendait pas compte tenu d'un principe qui était le chef a priori toujours raison. Et par conséquent, elle s'appuyait sur le fait que, a priori, sa parole avait davantage de poids compte tenu de son niveau hiérarchique que les trois malheureuses qui étaient chez elle en arrêt maladie pour burn-out. Je ne sais pas si ça illustre ce que vient de dire Emmanuel. Oui, c'est bien dans la ligne. Bon, vous m'excuserez, je dois vous quitter donc. Bon travail. Merci Emmanuel pour votre participation. D'autres questions? Oui, Jean, s'il te plaît. Vas-y, Mariana. Pour moi, c'est un problème de fond en ce moment. C'est comment, dans une culture et dans un monde disciplinaire, faire entendre une vérité issue d'une réflexion transdisciplinaire. C'est vraiment une question de fond parce que nous sommes dans des académies qui sont disciplinaires et des formations qui nous ont formés de manière disciplinaire extraordinairement efficace peut-être, mais nous arrivons avec une culture transdisciplinaire, une culture qui va au-delà des disciplines, à travers les disciplines, entre les disciplines, et qui vraiment va poser la question de l'ignorance au-delà des disciplines et du non-savoir. Même, je dirais, un non-savoir qui peut être même théologique, la théologie apophatique. Il dit on connaît Dieu par sa non-connaissance. Donc, comment faire, Hubert? Parce que c'est vraiment la difficulté que le CIRET a actuellement, une difficulté de validation de ses connaissances, parce qu'il est transdisciplinaire par un monde disciplinaire. Oui, merci Mariana. Je crois que le problème que tu poses est plus particulièrement grave en France. Qu'il s'agisse du monde des entreprises que j'ai un peu fréquenté ou du monde académique tel que j'y pointe les pieds de temps en temps, hein. Nous sommes de foutus cartésiens en France, hein. Oui, c'est oui, non, c'est non. Euh, Nous avons une vision des choses qui est hiérarchisée. Descartes disait que quand on a un problème, il faut le diviser en problèmes plus petits, que l'on divisera eux-mêmes en problèmes plus petits encore. Et vous reconstituez comme cela l'organigramme de l'entreprise, hein. Il y a les grands chefs en haut et les exécutants en bas, hein. Et entre les deux, un principe de hiérarchie, chacun étant le subordonné du niveau supérieur, si vous voulez, hein. Euh, Cette vision, je crains qu'on la retrouve également dans le monde, je ne veux pas dire universitaire, mais dans le monde académique, hein, avec des spécialités qui se divisent elles-mêmes en sous-spécialités. Et il y a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à retrouver une vision globale dans tout cela, hein. C'est probablement plus vrai en France qu'ailleurs. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Ça se passe il y a très longtemps, dans une raffinerie de pétrole sur les bords de l'étang de Berre. Et le nouveau directeur est un Britannique. Les Britanniques sont beaucoup plus pragmatiques finalement et moins cartésiens que les Français. Et il me raconte que à une réunion de son comité d'entreprise, les élus du personnel lui ont expliqué qu'on pouvait très bien augmenter les salaires parce qu'ils avaient examiné les comptes attentivement et qu'il suffisait de supprimer les amortissements qui ne servaient à rien et que ça donnait de l'argent pour augmenter les salaires. Bon, alors il leur a fait un cours d'une demi-heure de comptabilité de base, hein. Ils ont été très intéressés et ça figurait dans le procès verbal de cette réunion du comité d'entreprise. Ils les avaient pris au sérieux, hein.
mais il considérait que vraiment il n'était pas bon en comptabilité. Mais la réunion suivante du comité d'entreprise portait sur l'organisation du service prévention incendie. Et là, le plan de la direction l'a abandonné parce que de toute évidence, le plan présenté par les représentants du personnel était meilleur. Et la conclusion de ce directeur était, ben oui, on est meilleur qu'eux en comptabilité, mais incontestablement, ils sont meilleurs que nous en prévention incendie. Hein. Chacun arrive avec ses connaissances. Il n'y a pas ceux qui savent parce qu'ils ont un diplôme et qui sont chefs de service, et ceux qui ne savent pas parce qu'ils sont sur le terrain et qui n'ont pas ce diplôme. Chacun a des connaissances différentes. Hein. Et ça, c'est très difficile à faire passer en France parce que nous sommes dans un monde très hiérarchique, très hiérarchisé. Encore une fois, le chef a toujours raison. Hein. On pourrait aller très loin dans cette vision, si vous voulez, mais c'est vrai que la transdisciplinarité a beaucoup de mal à se faire entendre parce que ça perturbe complètement une certaine culture, certains us et coutumes, on va dire, que ce soit dans l'entreprise ou probablement dans le monde académique. Très bien. Merci beaucoup, merci Merci. Hubert. Oui, J'ai toujours été Jean, très mauvais élève dans le monde académique parce que j'ai fait une thèse de doctorat d'économie sur un sujet d'anthropologie. J'ai fait un mémoire de diplôme d'études supérieures d'économie sur un thème qui relevait de la philosophie. Et en prospective, j'ai présenté un thème qui relevait du management. Hein. Alors, voilà. Hein, Oui, Alain. c'est important de regarder ce qui se passe à côté, non pas seulement au-dessus ou en dessous, mais à côté. Et ça, on a beaucoup de mal. oui, je crois que ce que pointe Mariana, c'est le problème fondamental de tout ce qui est la question du pluralisme. Il y a un auteur qui est particulièrement précieux pour moi, c'est Emile Meyerson, qui a travaillé sur le principe d'identité. Ce qu'il nous montre, c'est que l'homme, quoi qu'il fasse, quelles que soient ses perspectives d'élargissement vers le multiple, il revient toujours à la recherche de l'identique, de l'identité. Et ce qui me semble, je crois qu'il faut, nous, en tant que, j'oserais dire, militants de la complexité et de la transdisciplinarité, nous avons à soutenir cet effort de d'arriver à s'arracher à l'identique pour tendre vers le divers, vers le multiple. Mais c'est une culture qui est, je dirais, de l'ordre de l'impossible. Et c'est en cela qu'elle est merveilleuse. Mais je pense qu'il faut, en tout cas, en ce qui me concerne, je la vis sur ce vecteur-là, c'est-à-dire l'espoir constant, comme Sisyphe, d'arriver en sachant qu'il va falloir sans arrêt recommencer. Oui, je suis bien d'accord. Merci Alain. Euh, dans cette entreprise où nous avons raté cette médiation, nous étions deux auditeurs. Et c'était pas par hasard, et j'aime beaucoup faire des audits à deux, et de préférence avec des personnes qui ont, des auditeurs ou auditrices qui ont un vécu différent. Dans ce cas précis, je risquais très clairement aux yeux du syndicat d'être perçu comme proche de la direction, on va dire, hein, en tant que consultant. C'est pour ça que j'étais accompagné par une médiatrice qui a passé la plus grande partie de sa carrière professionnelle dans les instances nationales de la CGT. Bon, dont la présence aurait été refusée, bien entendu, si elle avait été toute seule, par la direction. Hein. Et donc, ça donnait un équilibre dans notre équipe. Et ça m'est arrivé de faire des audits avec des jeunes auditeurs, auditrices. C'était toujours très intéressant parce qu'ils avaient un regard différent sur les choses. Ils ou elles voyaient des choses que je ne voyais pas, et inversement. Hein. Euh, et toujours, c'est cette difficulté à essayer de trouver un point de vue qui soit, bon, à peu près neutre, mais le médiateur le sait très bien. Hein, il ne parvient jamais à la neutralité totale. C'est un idéal.
hein. Il est sans cesse renvoyé à ses propres idées, ses propres valeurs. C'est pour ça que faire un audit ou bien une médiation à deux et deux personnes qui soient différentes, c'est très intéressant parce que ça permet diversité d'éclairage et de s'avancer peut-être un peu plus vers la neutralité. Jean, j'aurais juste une réaction. Je pense que ce qui nous incombe d'enseigner, c'est de tenir dans les zones grises. Et on a commencé à parler des zones grises comme des zones encombrées, mais on a aussi actuellement des travaux qui donnent plusieurs étapes à ces zones grises. La première étape serait une étape de déconstruction. La deuxième étape, une étape de ne pas faire, de contemplation, d'observation, de mise à distance. Et la troisième étape, une étape d'être fait les uns par les autres pour arriver à quelque chose qui soit de l'ordre d'une Concordia Mundi. Donc, trois étapes qui ressemblent beaucoup à la perlaboration freudienne, c'est-à-dire qu'on commence par revoir la scène, répéter ce qui s'est passé, en se remémorant, comme tu dis, si on est deux, on va voir des choses différentes et se remémorer des choses différentes parce que on nommait beaucoup de choses, c'est le cas des fantômes. Et ensuite, cette mise à distance que la machine est incapable de faire et que quand on mène une enquête, on en a extrêmement besoin, c'est-à-dire d'un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps de maturation, un temps de contemplation, et donc de tenir dans le gris. Et ça s'apprend, je pense, pour ensuite prendre la parole et à ce moment-là, peut-être se mettre d'accord. Mais on va pas y arriver comme ça de la guerre à la paix, d'une conception où personne ne s'écoute à tout d'un coup un moment d'écoute. On va échouer ou comme où on va essayer de trouver encore un autre médiateur où là on a échoué va arriver. Mais je pense que ce qui nous manque, ce sont ces temps d'arrêt, en fait, hein, et qu'il nous incombe d'enseigner le gris. Et je voudrais conclure cette remarque par Hegel qui dit que ce n'est qu'à la fin du jour que la chouette de Minerve prend son envol, quand la grisaille sa grisaille dans la grisaille et qu'une manifestation du jour achève de finir. Et dans cette préface à la philosophie du droit, il dit que la philosophie arrive toujours trop tard, c'était en 1830. Donc voilà, c'est vraiment le gris qui me semble être une composante du débat qui pourrait nous aider. Oui, je suis bien d'accord avec le professeur Mariana Thierrur parce que euh, quand on entre dans une enquête, il faut se garder de croire à quoi que ce soit. On est en pleine zone grise, on essaie de comprendre, les choses s'articulent, on apprend tel petit fait par hasard, hein, qui en apparence est sans importance, mais qui en réalité est très révélateur de quelque chose de plus important. Et ce sont tous ces petits détails qui vont s'organiser peu à peu en un paysage qui est inattendu, hein, qu'il s'agit de découvrir, mais dont on sait que on n'ira pas jusqu'au bout, qu'il y a toujours des choses dans le paysage qui échapperont à la perception de l'auditeur, qui se situe à un autre niveau encore. Il m'est arrivé de faire une médiation dans des conditions où les choses apparaissaient assez claires, mais c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert qu'il y avait une autre dimension dans laquelle je n'étais pas entré, et dans laquelle d'ailleurs je ne voulais pas entrer, qui était une dimension politique
transversale par rapport à toutes les attitudes venant des syndicats, de la direction, etc. Très bien. Euh, Hubert, tout à l'heure, Monsieur Higalins a levé la main. Monsieur Higalins, le professeur Higalins a levé la main. Merci. D'accord. Allez-y, allez-y. C'était parce que Mariana a utilisé un mot sur lequel j'aimerais rebondir parce que je m'attendais à ce que ce mot soit prononcé bien avant. Elle a parlé de droit, en parlant de philosophie du droit. Et alors, évidemment, avec Hubert, nous nous croisons souvent à l'Institut de l'audit social. Et pour nous, il y a quand même le référentiel juridique qui est très important. Et la médiation, Hubert nous a parlé beaucoup de la médiation sociale, mais aujourd'hui, la médiation, c'est devenu un recours parmi d'autres au mode alternatif de résolution des conflits. Il y a beaucoup d'autres recours. Euh, il y a la composition, il y a l'arbitrage, etc. Et aujourd'hui, quand même, il faut rappeler que dans beaucoup de domaines, la médiation est encadrée par le droit et en plus oblige le médiateur à travailler en droit. Vous savez que les juristes opposent toujours le raisonnement en droit au raisonnement en équité et le médiateur souvent est un petit peu pris dans une alternative où il est là pour essayer d'amener les parties vers le droit, où il essaye de trouver une solution qui aille plutôt en équité. Mais il faut savoir que dans la plupart des domaines, c'est le droit qui domine. Je peux vous en prendre plusieurs, mais bon, si vous avez par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, un conflit de type propriétaire-locataire, avant d'aller devant une instance judiciaire, il faut obligatoirement passer en médiation. C'est la loi Allure de 2020 et quelques qui l'impose. Le médiateur ou la commission de médiation doivent raisonner en droit et elles sont contrôlées pour cela. En réalité, ce sont des moyens qu'on a trouvés pour dégarnir les tribunaux. Les tribunaux étaient trop pleins, les délais d'attente devenaient insupportables et donc on a mis en place des systèmes de médiation pour que finalement on trouve des solutions alternatives de résolution des différends. Mais en réalité, on demande aux médiateurs d'agir strictement dans le cadre du droit. Bon, ça c'est pour l'exemple des locataires, mais si je prenais la consommation, si je prenais le prud'homal, si je prenais le commercial, ça irait un petit peu dans le même sens. Souvent, la médiation doit se faire en droit, ce qui, par rapport à ce que certains d'entre vous semblent dire, ne favorise pas la multidisciplinarité, puisque c'est le droit qui impose que le droit soit à la source de la médiation. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, la médiation est susceptible de voler un éclat devant un tribunal. Alors, il y a d'autres domaines, évidemment, et je pense qu'Hubert faisait référence à des domaines où effectivement il est possible de travailler en équité et non plus strictement en droit. Dans les domaines, effectivement, dans l'entreprise où il y a des conflits, si ce n'est pas strictement prud'homal, mais si c'est des conflits entre services, là, effectivement, ce n'est pas régi par le droit et on peut travailler en équité. Mais quand même, il faut garder présent à l'esprit que l'ordre de grandeur, pour moi, c'est pas 50%, hein, c'est 80 ou 90% aujourd'hui des médiations doivent se faire dans le cadre du droit. Et Donc c'est le droit qui est devenu prégnant maintenant. exactement. D'accord. Et Oui, donc cela dans beaucoup de domaines. Dans ouais, beaucoup de ouais, ouais. domaines. Donc ça rebat complètement les cartes. Évidemment, ça limite un peu Ah oui. le travail du médiateur qui est là pour rappeler aux parties le droit et pour les amener à trouver une solution dans le cadre du droit. Et des fois, c'est un peu triste parce que le droit ne va pas toujours dans la même direction que l'équité. On peut imaginer un conflit dans lequel celui qui a raison est très pauvre et celui qui a tort est très riche. Ben, euh, non, pardon, c'est le contraire. Celui qui a raison est très riche et celui qui a tort est très pauvre. Ben, les médiateurs devraient dire ben, c'est celui qui est très riche qui a raison. Voilà. Parce que c'est le droit qui l'impose. C'est pas Ouais, équitable, ouais. mais c'est un raisonnement en droit. Là, bonjour l'ambiance, là. Alors, j'ai volontairement, merci à Jacques, j'ai volontairement laissé de côté
complètement le cadre institutionnel de la médiation. Il y a parmi nous Émile Ricard, qui est un médiateur professionnel et qui pourrait en dire beaucoup plus sur ce plan et qui d'ailleurs se prépare à l'écrire. Hein. J'ai pris le problème à un niveau plus philosophique, mais absolument pas à un niveau juridique. Ce qui ne veut pas dire que certaines médiations que j'ai faites n'étaient pas n'avait pas un cadre juridique, mais c'était un peu autre chose, si vous voulez. Hein. Mais je suis bien d'accord avec toi, avec Jacques sur la dimension juridique que de plus en plus prend la médiation, hein, qui permet effectivement d'éviter d'engorger les tribunaux avec des problèmes qui peuvent être résolus autrement. Alors, puisque vous m'avez interpellé, je peux réagir. Mais allez-y, allez-y. Euh, euh, je trouve que le concept de zone grise est très intéressant. Moi, je l'ai rencontré dans une autre déclinaison, c'est celle du poète François Chang, qui nous parle du vide médian. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je pense que par rapport à des gens qui sont opposés et qui sont complètement dans une relation contradictoire, le vide médian, c'est pour moi très très proche de la zone grise, c'est-à-dire le lieu où on peut desserrer les étaux et où on peut essayer d'être reconnu s'il y a un tiers qui peut nous accompagner. Et je pense que le tiers, c'est le médiateur, mais c'est aussi le processus de médiation. C'est-à-dire que le médiateur représente le processus de médiation, mais il n'est pas ce processus. Et la difficulté pour les protagonistes, ce que moi j'appelle les médieurs, c'est de passer de cette projection sur le médiateur au travail sur l'altérité qui va leur permettre d'abord se reconnaître soi-même, parce qu'il y a une altérité qui est dirigée vers nous-mêmes d'abord. Quand on change de point de vue, quand on évolue, on devient un autre. Donc, on a un chemin qui est parcouru, qui est à parcourir, et qui fait qu'on découvre quelque chose qu'on n'avait pas découvert jusque-là. Donc, on est dans un processus de changement. Et ce qui est valable pour soi-même peut être valable dans la relation à l'autre, c'est-à-dire qu'on découvre que l'autre, eh ben, il n'a pas le même point de vue que le sien, et que peut-être il est aussi intéressant que le sien. Et je Merci. crois qu'à partir de l'altérité, on peut espérer, c'est-à-dire quand on essaye de se reconnaître soi-même, de devenir plus clair dans une médiation, c'est le rôle du médiateur de nous aider à nous éclairer nous-mêmes, à nous éclaircir nous-mêmes. Et à partir de là, essayer d'accompagner, d'accepter que le médiateur accompagne l'autre médiateur pour qu'il s'éclaircisse, qu'il devienne plus clair lui-même par rapport au projet qui nous réunit. Tout à fait. Mm. Merci pour cette intervention, Émile. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bon, moi, je vais simplement en profiter. Je vais revenir à ton, ce que tu as dit tout à l'heure là, concernant donc, le fantôme et l'émissaire. Et Oui, en fait, il me semble que dans certains cas, le fantôme peut également être l'émissaire. Est-ce que, Mm. est-ce que donc quelqu'un qui, oui, qui, c'est qui, ça. qui, euh, qui, qui a été sorti de l'entreprise, qui a été licencié de l'entreprise, est-ce que c'est pas également donc un bon moyen enfin, est-ce que de fait ça ne se transforme pas en bon émissaire? En plus, il est absent, ce qui fait que donc il a toutes les qualités pour être l'émissaire, non? Hubert, qu'est-ce que tu en Je penses? crois que ce sont deux personnages différents. Le bouc émissaire, il est en lumière, on le pointe du doigt. C'est lui, c'est ce salaud qui nous empêche d'être plus performants, plus heureux, plus ceci, plus cela. Hein. Et donc, excluons-le de la communauté et tout ira mieux. Bon,
Ben, en l'excluant justement, donc on le transforme en fantôme après. Euh, oui, oui. Il peut se transformer en fantôme. À ce moment-là, il peut se transformer en fantôme parce que le fantôme, on n'en parle plus. Le fantôme, c'est celui dont on ne parle pas, hein. Mais il est toujours là. Et par sa présence, il empoisonne Il euh, pourrit la vie des autres. la vie des autres, hein. Hmm, Et par d'accord. conséquent, il faut le rôle du médiateur, c'est l'exorciste dans d'autres cultures, hein. C'est de venir voir de quoi il retourne pour pointer le fantôme et pour dire que c'est sur ce fantôme qu'il faut agir. Je vais prendre un exemple. C'est le premier fantôme que j'ai découvert. Une usine chimique, Céveso 2, on ne comprenait pas pourquoi il y avait un mauvais climat social, hein. Et le nouveau directeur de l'usine, qui était très bien, ne comprenait pas non plus. Et on a compris le jour où on a vu se pointer un jeune ouvrier militant syndical euh, qui nous aborde en nous disant, est-ce qu'on vous a parlé de l'accident mortel il y a 3 ans? Oui, on nous en a un petit peu parlé. Eh bien, je voudrais y revenir. Il y a 3 ans, au bâtiment B3, l'ouvrier responsable, on lui a demandé de s'occuper d'un jeune stagiaire, voilà, auquel la vie souriait, hein. Il avait trouvé un bon poste, il allait se marier, etc., etc., hein. Et puis l'ouvrier voit qu'il y a une vanne qui fuit. Il fait une opération pour arrêter la fuite sans savoir que l'installation vient d'être modifiée, mais que les nouvelles fiches d'intervention n'ont pas encore été éditées. Et en croyant réparer la fuite, il a provoqué l'explosion. Et l'explosion du réacteur. Alors là, c'est abandon du bâtiment. Il court avec le jeune stagiaire sur ses pas. Il descend, il arrive à la sortie du bâtiment, il se retourne, le jeune stagiaire n'est pas là, hein. Et les pompiers le redécouvriront mort une demi-heure plus tard, hein. Le jeune ouvrier en question nous dit notre interlocuteur, c'était moi. Bon. Et il nous a expliqué la situation dans laquelle il était. Il y a eu une enquête, hein, qui a débouché sur un non-lieu, hein. Jamais on ne le met en accusation, mais il se sent toujours pointé du doigt, hein. Et jamais on ne parle avec précision de ce qui s'est passé, hein. Et je la fais courte, mais le directeur a eu une idée fantastique, hein. En réunion du comité d'entreprise, il a dit c'est insupportable que cette mise en accusation permanente non formulée, et je propose que l'on érige un menu plaque en souvenir des victimes d'accidents du travail pour nous rappeler que jamais. C'est-à-dire que, et deux, voire même, ce n'était qu'un projet, mais toute l'usine considérait que c'était chose acquise, hein. C'était ce qui était attendu dans l'usine. C'est-à-dire que le directeur, sans s'en rendre compte, a procédé à l'inhumation dans les règles de ce mort qui, par sa présence jamais évoquée, euh, contribuer à détériorer les rapports sociaux. Je ne sais pas si j'étais clair. Hmm, Oui, oui, oui. ouais. Euh, tu disais que lorsque on faisait une médiation, si elle échouait, après il ne restait pas grand-chose à faire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait On lorsqu'on a s'en va. échoué sa médiation? On s'en va. Ceci étant dit, dans cette médiation que je décrivais, dans laquelle on a visiblement échoué, on n'a pas complètement échoué. On n'a pas complètement échoué parce que nous avions réuni un comité de pilotage qui était composé de 6 personnes, 3 représentants du personnel et 3 représentants de la direction.
Eh bien, nous sommes arrivés à ceci de prodigieux dans l'entreprise, que nous avons réussi à tenir des réunions d'1 heure et demie sans qu'ils ne se foutent sur la gueule, hein, pour parler vulgairement. Voilà. Et ça, c'était déjà un succès, hein. Et puis, ça nous a permis quand même d'apporter un certain message de part et d'autre, hein, aux représentants du personnel, mais également à la direction, hein, car il y avait quantité de violence qui n'était pas perçue. La direction nous disait les représentants du personnel sont violents, hein, ça voulait dire ils gueulent fort. Alors ça, oui, hein. Mais la direction ne se rendait pas compte de la violence que ça représentait de faire expliquer par un juriste qu'il était impossible de payer au moment du confinement, de payer une bouilloire à des équipes sur leur chantier de façon à ce qu'ils puissent boire chaud, hein. Ils ne voyaient pas ça comme une violence, hein. Or, c'était de toute évidence une violence. Enfin, mes interlocuteurs syndicaux disaient c'est se foutre de notre gueule. Bon, ben oui, c'était une violence. C'était une violence silencieuse, juridique, mais c'était quand même une violence, même si elle n'était pas prononcée très haut. Très bien, merci, merci Hubert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation, hein, et surtout donc merci donc à Hubert Landier donc d'avoir accepté de nous faire part donc de sa longue expérience de la médiation. Et bon, je ne doute pas que dans un futur proche on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Certainement. Merci à Jean pour l'organisation. Merci à tous ceux et celles qui étaient là. Je vois Jean-Michel Morin que je n'ai pas eu l'occasion de saluer depuis longtemps, hein. Merci d'être venu. Et puis, bah, à bientôt, j'espère. Et en tout cas, je l'espère, venez nombreux au symposium que nous organisons sur le thème transdisciplinarité, soufisme et spiritualité traditionnelle, et qui aura lieu aux mêmes horaires, heure française, au mois de juin. Ce sera les 23 et 24 juin, avec la présence d'un cheikh soufi, d'un franciscain, d'un prêtre orthodoxe et d'un rabbin, et de toute une quantité de, d'analystes du sujet. C'est bien ça, Natalia, Oui, exactement. qui fait partie des organisatrices. Merci pour votre confiance et merci pour cette conférence aussi, fort précieuse. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous et à une prochaine fois, j'espère. Merci, au Ça sera revoir. vraiment bien. Merci, Jean. Au revoir à tous.